Je n'aurais jamais imaginé que signer le dernier chèque pour la maison de plage de mon fils serait le dernier acte de générosité pour lequel on me remercierait un jour. C'était un mardi de fin juin, tout à fait anodin, et j'étais déjà prête. Mon petit sac à roulettes bleues était près de la porte, de la crème solaire glissée dans la poche latérale, un roman de poche que j'avais l'intention de commencer depuis 3 ans coincé entre mes sandales et mon gilet. Le trajet jusqu'à Maine était de 4 heures et je l'attendais avec impatience depuis avril. Chaque année, depuis les 5 derniers étés, je passais la semaine du 4 juillet au chalet de Harpswell. C'était mon chalet. Techniquement, mon nom était toujours sur l'acte de propriété. Il l'était depuis que Daniel et sa femme Rachel ne pouvaient pas obtenir le prêt seuls. Juste jusqu'à ce que nous refinancions, maman, m'avait dit Daniel. 1 an, 2 au maximum. C'était il y a 5 ans. Je fermais la porte de mon appartement quand mon téléphone a vibré avec un SMS. J'ai supposé que c'était Daniel qui me donnait une heure d'arrivée estimée, peut-être me demandant de prendre des sandwichs au homard en passant par Brunswick. Je l'ai lu debout dans mon couloir, mes clés toujours à la main. Salut, maman. Nous en avons discuté et Rachel pense que cette année, le 4 juillet devrait être juste nous et les enfants. Elle veut une vraie semaine en famille, sans stress supplémentaire. J'espère que tu comprends. On se rattrapera plus tard. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Sans stress supplémentaire. J'ai posé mon sac lentement. Je suis resté dans le couloir de mon propre appartement pendant très longtemps. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas pleuré non plus, pas tout de suite. J'ai juste ramené mon sac à l'intérieur, je l'ai ouvert et j'ai remis la crème solaire sous l'évier de la salle de bain. Puis je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café que je ne voulais pas et j'ai regardé le mur. Il s'appelle Daniel et je l'ai élevé seul. Son père, Jim, est mort d'une crise cardiaque quand Daniel avait 16 ans. J'étais professeur d'anglais au lycée à Concord, New Hampshire, et je travaillais les étés en donnant des cours particuliers pour combler le vide. J'ai vu Daniel devenir un homme dont j'étais fier. Je l'ai vu tomber amoureux de Rachel à 28 ans. Je les ai vus lutter pour s'offrir un logement. Quand le chalet de Harpswell est apparu, une maison en bardeau de 3 chambres au bord de l'eau sur la côte centrale du Maine, c'est Rachel qui en est tombée amoureuse instantanément. Elle m'a envoyé l'annonce avant même que Daniel n'appelle. N'est-ce pas parfait? Daniel pense que nous pourrions y arriver avec de l'aide pour la compte. J'ai versé 95 000 $, la totalité de mon complément d'épargne retraite. De l'argent que j'avais mis de côté après avoir vendu le camion de Jim et son équipement de menuiserie et un petit terrain que nous possédions dans le Vermont. Je n'ai pas hésité. Je me suis dit que la famille était un investissement. J'y croyais complètement. Pendant les 2 premiers étés, c'était facile et chaleureux. Je montais et Rachel me tendait un verre de thé glacé sur le porche et nous nous asseyions en écoutant l'eau. Ma petite fille Sophie n'était qu'un bébé alors et je passais des heures à la bercer pendant que Rachel se reposait. J'ai aidé à poncer les moulures des fenêtres quand la peinture a commencé à s'écailler. J'ai payé la facture de la taxe foncière en octobre les 2 années sans qu'on me le demande. J'ai organisé l'entretien de la chaudière au printemps. Le 3e été, la température a baissé, non pas dans le temps, mais dans la pièce chaque fois que j'arrivais. Rien de dramatique. Rachel était plus chaleureuse au téléphone avant que je n'arrive qu'une fois que j'étais là. Les places à table ont changé de sorte que je n'étais plus à côté de Daniel. Il y avait des blagues internes auxquelles je n'étais jamais associé. Une fois, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone que le chalet était son endroit préféré sur Terre, le décrivant comme le nôtre sans qualification. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et je n'ai pas dit un mot. Au 4e été, j'organisais mes visites avec plus de soin qu'auparavant, m'assurant d'être invité plutôt que simplement bienvenu, envoyant des SMS à Daniel au lieu de simplement appeler, apportant plus, apportant un meilleur vin, des cadeaux plus chers pour Sophie. Comme si je pouvais acheter mon retour à la facilité que nous avions eue autrefois. Mon amie Caroline, qui a enseigné à mes côtés pendant 22 ans et me connaissait mieux que presque quiconque, l'a fait remarquer un après-midi au déjeuner. Tu as commencé à demander la permission de visiter ta propre maison, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle était dramatique. Elle n'était pas dramatique. Après avoir remis la crème solaire sous l'évier ce mardi, j'ai appelé Caroline. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare pour elle. Quand j'ai eu fini, elle a dit, Dorothy, que dit l'acte de propriété? J'ai sorti le dossier du classeur. Mon nom en premier, puis celui de Daniel.
Copropriétaire. Aucun pourcentage de répartition spécifié. Parce que l'hypothèse avait toujours été que nous étions une famille et que la famille n'avait pas besoin d'être précise sur de telles choses. Vous avez payé la compte, a dit Caroline. Vous avez payé la taxe foncière chaque année? Oui. Vous ont-ils déjà remboursé? J'y ai réfléchi. Quelques centaines de dollars ici et là. Dîner, une carte cadeau à Noël. Rien qui ne s'approche des 14 000 dollars que j'avais mis en 5 ans rien qu'en taxes et entretien, sans compter l'investissement initial. Dorothy, a dit Caroline prudemment. Vous savez que je ne suis pas du genre à vous forcer, mais je pense que vous devez parler à un avocat avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'avais une avocate. Margaret Shew avait géré la succession de Jim et je n'avais jamais eu besoin d'elle depuis, mais son numéro était toujours dans mon téléphone. Je l'ai appelé cet après-midi-là et lui ai expliqué la situation en ce que je pensais être des grandes lignes. Elle m'a demandé de venir le lendemain matin et d'apporter l'acte de propriété. J'ai passé cette soirée à revoir 5 ans de relevés bancaires. J'ai noté chaque paiement que j'avais fait pour le chalet, chaque facture de taxe foncière, les 6 200 dollars pour le nouveau système septique il y a 2 étés, les 1 800 dollars pour la réparation du toit après la tempête de verglas de janvier. La prime d'assurance annuelle qui finissait toujours par être facturée sur ma carte. Le total s'élevait à un peu plus de 112 000 dollars, sans compter la compte initiale de 95 000 dollars. Margaret était excellente. Elle a regardé l'acte de propriété, a regardé mon historique de paiement et a dit, vous êtes copropriétaire avec une contribution financière importante. Votre position est très solide. Elle a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Elle a dit, eh bien, vous avez des options. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de dîner et je n'ai pas pu. Je n'arrêtais pas de penser aux SMS. Rachel pense que cette année le 4 juillet devrait être juste nous et les enfants. Comme si j'étais une invitée qui avait trop prolongé son séjour. Comme si mon nom n'était pas sur le document qui faisait de la maison la leur en premier lieu. J'ai mal dormi et je me suis réveillé à 5 heures du matin avec une notification sur mon téléphone. Un débit sur la carte de crédit à laquelle j'avais donné accès à Daniel pour les urgences du chalet, 73 dollars dans une poissonnerie à Omar à Harpswell. Ils étaient déjà là. Ils étaient partis sans moi. Et la première chose qu'ils ont faite a été de prendre un dîner de célébration sur ma carte. Je me suis levé et j'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine alors que la lumière se levait sur le parking devant ma fenêtre et quelque chose en moi est devenu très calme. Non pas le calme de la tristesse, le calme de la décision. J'ai rappelé Margaret à 9 heures quand son bureau a ouvert. Je veux comprendre le processus de vente, ai-je dit. Tout cela. Elle m'a tout expliqué en 2 sessions et à la fin de la semaine, j'avais une image claire. En tant que copropriétaire, j'avais le droit légal de vendre ma part ou de demander une vente en partage de la propriété entière. Compte tenu de ma contribution financière, j'avais des motifs substantiels pour cette dernière. Margaret a recommandé un avocat spécialisé en immobilier nommé Paul Garrett qui était spécialisé dans ce genre de situation et je l'ai rencontré le mardi suivant. Paul était pragmatique et efficace. Il avait géré une 12aine de cas avec des dynamiques familiales similaires. Le chemin le plus propre, m'a-t-il dit, étant donné que vous êtes le principal contributeur financier et que votre nom est sur l'acte de propriété, est de lister la propriété par les canaux standards. Si Daniel accepte de vendre, c'est simple. S'il ne le fait pas, nous allons par la voie du partage. Mais d'après ce que vous m'avez dit, je pense qu'au moment où il comprendra votre position légale, il coopérera. Il ne sait pas que je fais ça, ai-je dit. Paul a hoché la tête sans jugement. Quand revient-il du Maine? Le 8 juillet. Cela nous donne 11 jours. Il a sorti un calendrier. Si nous pouvons trouver un acheteur rapidement, nous pourrions potentiellement conclure avant son retour. Acheteur au comptant, délai plus court. J'y ai réfléchi un long moment. Puis j'ai dit, voyons voir. Paul a contacté une agente locale nommée Suzanne Hale qui était spécialisée dans les propriétés du centre du Maine. Elle m'a appelé 2 jours plus tard avec une évaluation. Le marché était fort. Un chalet de 3 chambres au bord de l'eau à Harpswell, bien entretenu, bonne fosse septique, nouveau toit. Elle m'a donné un chiffre qui m'a fait asseoir. Je n'avais pas compris la valeur actuelle de la propriété. Daniel et Rachel l'avaient presque certainement compris. Suzanne a trouvé un acheteur en 4 jours.
Un couple de retraités du Connecticut à la recherche exactement de ce type de propriété, prêt à payer comptant. Ils étaient impatients de conclure rapidement. Leur calendrier s'alignait presque parfaitement avec la date de retour prévue de Daniel et Rachel. Pendant que le processus légal avançait, je me suis tenu à ma routine d'une manière qui m'a surprise. Je marchais tous les matins. J'ai appelé Caroline pour déjeuner 2 fois. J'ai arrosé mes plantes et rendu les livres de la bibliothèque à temps. Caroline continuait de me surveiller, s'attendant à moitié à ce que je vacille. Je n'ai pas vacillé. Une fois que le chagrin passe et que la clarté arrive, c'est un endroit très stable où se tenir. J'étais à ma table de cuisine en train de manger du pain grillé et de lire le journal du matin quand mon téléphone a sonné. Daniel. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté. Salut, maman. Je prends juste des nouvelles. J'espère que tout va bien. Sophie te dit bonjour. Sa voix était facile et sereine. La voix d'un homme qui était passé outre le SMS gênant sans y repenser. J'ai enregistré le message vocal sans répondre. 3 jours avant la clôture, je suis monté à Harpswell. Pas au chalet lui-même. Je n'avais aucun désir de scène, mais j'avais besoin de récupérer quelques affaires que j'y avais rangées. Une boîte de livres de Jim que j'avais laissée dans le placard de l'étage, une courte pointe bleue et blanche que ma mère avait faite. J'avais une clé. C'était mon nom sur l'acte de propriété. J'y suis allé un mercredi matin, sachant que Daniel et Rachel devaient faire du kayak avec des amis à Sebasco. J'avais entendu parler du voyage par les stories Instagram de Sophie. Le chalet était magnifique sous la lumière estivale. Le même qu'il avait toujours été. Je me suis déplacé dans les pièces, ramassant tranquillement ce qui était à moi. Dans le petit bureau attenant à la cuisine, j'ai ouvert le tiroir du bureau à la recherche d'un stylo pour laisser une note à l'homme à tout faire concernant le loquet de la porte moustiquaire. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier. Vide. Sans étiquette. Je l'ai ouvert sans réfléchir. À l'intérieur se trouvait une chaîne de courriel imprimée, le nom de Rachel en haut. Le destinataire était quelqu'un nommé Kelsey Farrow. J'ai appris plus tard qu'elle était avocate en immobilier à Portland. La ligne d'objet disait « Objet, question de propriété ». Je me suis assise là, sur le sol du bureau, et j'ai tout lu. Rachel avait écrit à cette avocate 6 mois auparavant. Elle avait expliqué que le chalet était en copropriété avec sa belle-mère, mais que la belle-mère était âgée, vivait seule et avait clairement indiqué au fil des ans qu'elle considérait la propriété principalement pour l'usage de la famille. Rachel demandait si, compte tenu de leur occupation continue et du fait qu'ils géraient la propriété au quotidien, il y avait un moyen de formaliser la pleine propriété. L'avocate avait répondu avec prudence, mentionnant la possession adversative comme concept, mais notant que c'était complexe et difficile à établir. Rachel avait répondu, elle ne s'est jamais opposée à rien. Je ne pense pas qu'elle se battrait. Elle veut juste que tout le monde soit heureux. Je suis resté assise sur le sol du bureau de mon propre chalet pendant très longtemps. Elle veut juste que tout le monde soit heureux. Il y a 6 mois, alors que je montais encore avec du vin et du pain frais et que j'agissais avec gratitude pour l'invitation, Rachel cherchait comment me prendre la propriété. J'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. J'ai d'abord photographié chaque page. Puis j'ai pris les livres de Jim, pris la courte pointe, fermé le chalet à clé et suis rentré chez moi sans m'arrêter. J'ai appelé Margaret depuis une aire de repos sur la route 1. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle est restée silencieuse un instant puis a dit, conservez ces photos. S'il conteste la vente, cela deviendra très pertinent. J'ai continué à penser à cette phrase sur le chemin du retour. Elle veut juste que tout le monde soit heureux. Comme si mon désir de paix était une faiblesse. Comme si mon amour pour mon fils pouvait être utilisé contre moi, lentement par une stratégie juridique et une patience silencieuse, pendant que j'apportais de la bisque de homard et remplissais leur verre et me disais que tout allait bien. La vente a eu lieu un vendredi matin à Portland. J'étais assise en face de Paul et du représentant de l'acheteur, un homme nommé Robert qui m'a chaleureusement serré la main et m'a dit que sa femme planifiait déjà le jardin. J'ai signé mon nom une 12aine de fois. À 11 heures du matin, le chalet n'était plus le mien. À midi, les fonds étaient confirmés sous séquestre. J'ai appelé Caroline depuis le parking devant le bâtiment du registre. Elle a répondu au premier coup de sonnette. C'est fait, ai-je dit. Comment vous sentez-vous ? J'y ai réfléchi honnêtement.
comme quelqu'un qui m'a enfin retiré une écharde que je faisais semblant de ne pas ressentir depuis 3 ans. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. J'ai pleuré alors, brièvement, appuyé contre ma voiture dans un parking à Portland avec le soleil de juillet sur mon visage. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que c'était fini et que j'étais toujours debout. J'ai passé le week-end chez Caroline à Concord, dans sa chambre d'amis avec les rideaux jaunes et le bruit de la terrible cuisine de son mari montant les escaliers. Nous avons bu du vin sur le porche arrière les 2 soirs et avons parlé de tout ce qui n'était pas ça, ce qui était son propre soulagement. Le dimanche matin, je me suis réveillé avec 22 appels manqués et une série de SMS commençant en majuscules. Les messages de Daniel passaient de la confusion à l'incrédulité à la colère en l'espace d'environ 1 heure. La maison a été vendue? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un boîtier à clé sur la porte. Appelle-moi. Puis, maman, est-ce une sorte d'erreur? Puis, Rachel est hystérique. Sophie demande où est passée sa chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Rachel m'avait envoyé un seul message. Il était rédigé froidement, ce qui m'indiquait qu'elle avait compris la situation plus vite que Daniel. Je sais ce que vous pensez avoir accompli. Vous avez blessé votre fils et votre petite-fille. J'espère que cela en valait la peine pour vous. J'ai tout lu une fois et j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table du petit déjeuner. Caroline a rempli ma tasse de café sans rien dire. Parfois, l'amitié, c'est juste quelqu'un qui verse du café pendant que vous décidez de ce que vous allez faire ensuite. J'ai envoyé un SMS à Margaret pour lui faire savoir qu'ils étaient rentrés et avaient pris contact. Elle a répondu que Paul avait déjà reçu un appel de Kelsey Farrow et que c'était, selon ses mots, beaucoup de bruit pour rien. La vente avait été entièrement légale. Ma copropriété était documentée. Mes contributions financières étaient documentées. L'enquête sur la possession adversative que Rachel avait initiée, et dont ils avaient apparemment découvert que j'étais au courant, a fait plus de tort à leur position légale que toute autre chose. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de Daniel pendant 3 jours. Il a appelé 2 fois de plus, mais n'a laissé aucun message vocal. Rachel a posté quelque chose sur Facebook à propos d'une trahison qui ne contenait rien de précis, mais à laquelle 20 de ses amis ont répondu avec des émojis cœur. Je n'ai pas interagi. Caroline l'a mis en capture d'écran et me l'a envoyé avec un seul commentaire, l'audace. J'ai ri pour la première fois depuis le dossier. Le 4e jour, ce n'est pas Sarah, la sœur de Daniel, la version de lui de ma belle-fille, celle qui appelait en cas de crise, mais son ami d'université Marcus. Qui m'a envoyé un SMS de nulle part pour dire qu'il avait entendu ce qui s'était passé et qu'il savait depuis des années que Rachel était difficile. Cela m'a surprise. Je ne savais pas que d'autres personnes le voyaient. On ne sait jamais ce que les gens voient. Daniel a appelé le 5e jour et j'ai répondu. Il semblait épuisé. Non plus en colère, ce à quoi je ne m'attendais pas. Il a demandé où j'étais et je lui ai dit chez Caroline. Il a demandé si nous pouvions parler, vraiment parler, pas au téléphone. J'ai dit que je viendrais à Concord la semaine suivante. Il a dit qu'il serait là. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant sur Main Street où nous avions mangé quand il était au lycée, le genre d'endroit avec des menus laminés et des banquettes en vinyle déchiré et un café meilleur qu'il n'en a le droit. Il était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, ce qui était probablement le cas. Je me suis assise et la serveuse a apporté du café et nous sommes restés silencieux un instant. J'ai trouvé l'email, a-t-il dit. Il ne m'a pas regardé en le disant. Celui que Rachel a envoyé à l'avocate. Je l'ai trouvé quand nous sortions le reste de nos affaires du chalet. Je l'avais laissé là où je l'avais trouvé, sachant qu'il le pourrait. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je veux que vous compreniez cela. Je savais qu'elle trouvait la copropriété compliquée. Je savais qu'elle voulait plus de permanence, mais je ne savais pas qu'elle était allée voir un avocat à ce sujet. Je l'ai cru. Je savais aussi que ne pas savoir n'était pas entièrement innocent. Il y a une version du fait de ne pas savoir que l'on fabrique en ne posant pas de questions. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement venu me voir, ai-je demandé. Si vous vouliez que l'acte soit entièrement à vos noms, si c'était ce dont vous aviez besoin, vous auriez pu me le demander. J'en aurais discuté avec vous. Il s'est frotté les yeux. Rachel a dit, tu en feras une affaire. Que tu nous le reprocheras. Que tu l'utiliseras pour rester impliqué. Elle avait raison de dire que je voulais rester impliqué, ai-je dit. Je suis ta mère.
Ce n'est pas une menace. Il était silencieux. Elle m'a dit d'envoyer ce message, a-t-il finalement dit. À propos du 4 juillet, elle a dit que tu tournais autour et qu'elle avait besoin d'espace. Je savais que ce n'était pas juste quand je l'ai envoyé. Je le savais avant d'appuyer sur envoyer. Elle m'a regardé. Je l'ai envoyé quand même. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, Concorde suivait son cours, des gens promenant leurs chiens, un camion de livraison faisant marche arrière dans le mauvais sens. Je ne te demande pas de choisir entre moi et Rachel, ai-je dit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je sais, mais j'avais besoin de savoir que j'avais de la valeur au-delà de ce que je pouvais offrir et je ne pouvais plus trouver cette réponse à l'intérieur de ces murs. Il a hoché la tête lentement. Nous avons commandé des œufs et aucun de nous n'a mangé beaucoup. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, la première vraie conversation que nous avions eue depuis des années, le genre qui n'a pas de sortie de secours. Il m'a raconté des choses que je ne savais pas, comment Rachel avait recadré mes visites comme des intrusions dès le début, comment elle me décrivait à ses amis comme contrôlante, comment Daniel avait commencé à le croire, en partie parce que c'était plus facile que l'alternative. En partie parce qu'Olivia, parce que Rachel le faisait se sentir capable en me tenant à l'écart, et il n'avait pas examiné cela assez attentivement. Sophie a pleuré pour sa chambre, a-t-il dit à un moment donné. Je sais. C'était la partie qui restait avec moi à 3 heures du matin quand je ne pouvais pas dormir. Elle aura une autre chambre. Elle est résiliente. Elle a 6 ans. Elle a demandé quand elle reverrait mamie. J'ai regardé mon café. Bientôt, ai-je dit. C'est ma réponse. Bientôt. Rachel n'est pas venue à cette réunion au restaurant. Rachel, j'ai compris, était en train de gérer les conséquences de la découverte du dossier par Daniel. L'explication qu'elle lui avait offerte, qu'elle essayait seulement de protéger leur investissement, n'avait pas eu l'effet escompté. Ils étaient dans une version de la confrontation que je n'avais pas causée, mais que j'avais peut-être, en partant, rendue finalement inévitable. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour un petit chalet de location à Kennebunkport, une chambre, un porche face à l'eau, une propriétaire nommée Hélène qui a laissé des muffins aux myrtilles sur la marche le premier matin. J'ai accroché la photographie encadrée de Jim et moi en lune de miel sur le mur au-dessus de la table de cuisine. J'ai rangé mes livres sur les étagères dans l'ordre que je voulais, alphabétique par auteur, ce que Rachel avait toujours trouvé excessif. J'ai acheté une cafetière qui faisait une tasse à la fois. Caroline est venue pour un week-end. Nous nous sommes assises sur le porche avec du vin et avons regardé les bateaux de pêche au homard entrer et sortir du port et avons parlé de la rentrée scolaire et d'un livre que nous avions toutes les deux lu et de la cuisine toujours aussi terrible de son mari. C'était le plus normal que j'ai ressenti depuis des mois. Daniel appelait tous les quelques jours. Nous construisions quelque chose de prudent et d'honnête, comme on reconstruit lentement quelque chose de structurel, en testant chaque pièce avant d'y mettre du poids. Il m'a dit que lui et Rachel étaient en thérapie, que c'était difficile, qu'il commençait à comprendre combien de petites décisions il avait prises au fil des ans qui avaient abouti à quelque chose qu'il n'avait pas voulu. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. Je le pensais. Sophie est venue un dimanche d'août, juste nous deux, Daniel la déposant et la récupérant 3 heures plus tard. Elle est arrivée avec un sac à dos et un dessin qu'elle avait fait du nouveau chalet. Elle imaginait que j'y vivais, qu'il y avait un phare attaché et un dauphin domestique. Elle m'a informé qu'elle prévoyait de me donner un dauphin pour mon anniversaire. Je lui ai dit que cela semblait parfait. Nous avons fait des crêpes et sommes allés marcher jusqu'à l'eau et avons ramassé des pierres, comme nous l'avions toujours fait, et elle a raconté tout ce qu'elle trouvait avec le sérieux concentré d'une naturaliste de terrain. Sur le chemin du retour, elle a glissé sa main dans la mienne. Papa a dit que tu avais besoin d'une nouvelle maison, a-t-elle dit. Oui. Est-ce une bonne? J'ai regardé le petit porche, la porte bleue, la lumière de fin d'après-midi sur l'eau. C'est une très bonne, ai-je dit. Elle fut satisfaite de cela et passa à une discussion sur le fait que les dauphins préféraient les sardines ou les maquereaux, question à laquelle je n'étais pas qualifié pour répondre, mais j'ai fait de mon mieux. Lorsque Daniel arriva pour la récupérer, il se tint un instant dans l'embrasure de la porte du chalet, regardant autour de lui. Il hocha la tête une fois, lentement, comme son père hochait la tête quand il approuvait quelque chose mais ne voulait pas en faire un discours. Puis il prit la main de Sophie et ils marchèrent jusqu'à la voiture. Je restai sur le porche jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent au coin du virage. Le soir était doux et sentait le varech et le pin,
l'odeur particulière de la côte du Maine que j'avais aimée depuis le premier été où je l'avais vue. J'avais donné beaucoup pour aimer quelque chose de beau et on m'avait finalement dit, doucement, sans la courtoisie d'une conversation directe, que la belle chose ne m'incluait plus. J'étais resté au bord de cette compréhension pendant longtemps avant de décider de déménager. Je n'ai pas déménagé avec colère, même si la colère en faisait partie. J'ai déménagé avec la stabilité qui vient quand on cesse enfin de demander une place à la table et qu'on en construit une pour soi. Il n'y a pas de version de cette histoire où je ne ressens pas la perte. Le chalet à Harpswell avait été réel pour moi. L'odeur de ses pièces, la vue depuis la fenêtre de l'étage, le bruit que faisait Sophie quand elle courait sur le porche vers l'eau. J'emporte une partie avec moi là où vit le chagrin, qui, j'ai appris, est juste sous la cage thoracique et pas toujours gênant. Mais il y a aussi ceci, un porche dans la lumière de fin août, une tasse de café qui se réchauffe dans mes mains, et la longue ligne nette de l'horizon qui me rappelle que je peux encore voir aussi loin que je l'ai toujours pu. J'ai ouvert mon livre, celui que j'avais apporté à lire il y a 4 mois pour un voyage que je n'ai jamais fait. J'ai tourné la première page. C'était une belle soirée. C'était la mienne.